Je ne pus parler à Arnie qu'après le match du samedi suivant. Ce jour-là, Christine devait faire sa première sortie. L'équipe de l'école jouait à Hayden Hills, à 25 km de chez nous. Lorsque nous jouions à l'extérieur, nous nous rendions au match dans un autocar appartenant à l'école et qui transportait l'équipe. Généralement, un second car suivait avec les supporters de l'équipe, puis venait une caravane de voitures remplie de jeunes de Libertyville, couvertes de badges encourageant l'équipe. Ce jour-là, je me rendis absolument pas compte qu'une des voitures de la caravane était Christine. Ce n'est qu'en descendant du car, dans le parc de stationnement du lycée de Hayden Hills, que je l'aperçus. L'orchestre de l'équipe adverse était déjà installé dans le stade et le boum-boum de la grosse caisse nous parvenait clairement, amplifié par le ciel bas et nuageux de ce début d'automne. C'était vraiment le premier samedi où il fit un vrai temps de foot, couvert et frais. La vue de Christine stationnée au milieu des autres voitures fut une grosse surprise, mais quand je vis Arnie descendre d'un côté et Leif Cabot de l'autre, je fus carrément abasourdi, et en vérité très jaloux. Leif portait des bas de laine marron collants et un pull blanc à mailles larges. Ses cheveux blonds ondulaient magnifiquement sur ses épaules. « Arnie! Salut, vieux !»« Salut, Denis !» répondit-il timidement. Je me rendais bien compte qu'un certain nombre de garçons et de filles qui étaient venus tombaient eux aussi des nues en voyant cela. Comment, face de pizza, avec la fille du Massachusetts? « Comment vas-tu » demandai-je à Arnie. « Bien. Tu connais Leif Cabot ?» me répondit-il. « Oh, bien sûr. Bonjour, Leif. »« Bonjour, Denis, » dit-elle. « Vous allez gagner aujourd'hui ?» Je baissai la voix et répondis avec un accent vulgaire. « Le match est truqué d'avance. Vous pouvez parier vos gentilles miches dessus. » Arnie rougit légèrement, mais Leif gloussa en mettant sa main devant sa bouche. Elle me plaisait déjà tant. Elle aurait pu être une petite garce ou alors une crétine profonde. Il me semble qu'un grand nombre de filles vraiment jolies le sont. Mais elle n'était ni l'une ni l'autre. « Et comment se porte le véhicule ?» repris-je en m'avançant vers la voiture. « Pas mal, pas mal. » Arnie me suivit en essayant de ne pas montrer son sourire trop fier. La Plymouth n'avait plus l'air d'être dégringolée d'un toboggan. L'autre moitié de la calandre avait été remplacée et le pare-brise était impeccable. « Tu as changé le pare-brise ?» Arnie hocha la tête. « Et le capot ?» Le capot, rouge comme celui d'une voiture de pompier, éclatant, contrastait avec les ailes de la voiture encore toutes rouillées. Arnie toucha la voiture d'une main possessive, caressante. « Oui, j'ai mis moi-même ce capot neuf. »« Ah, tu avais dit que tu en ferais un bijou, et je commence à te croire, » dis-je en passant du côté du conducteur. Le sol de la voiture et le revêtement des portières étaient encore en piteux état, mais le siège avant avait été remplacé, comme le siège arrière. « Ce sera une belle voiture, » dit Leif. Mais dans sa voix, je sentis immédiatement quelque chose de sec qui me fit lui jeter un regard discret. Ce regard suffit, elle n'aimait pas Christine non plus. « Bref, elle est en état de rouler, repris-je. »« Enfin, pas tout à fait, répondit Arnie d'un air gêné. « Que veux-tu dire ?»« C'est le klaxon, il fonctionne pas. Et il arrive que les feux arrière ne s'allument pas quand je freine. Il y a un court-circuit quelque part, je n'ai pas encore réussi à le localiser. » Je regardai la vignette toute neuve collée sur le pare-brise. Arnie suivit mon regard. « Oui, c'est Will qui m'a filé la vignette. Il sait bien qu'elle est à 90% en point. »« Mais ce n'est pas dangereux ?» demanda Leif en s'adressant aussi bien à Arnie qu'à moi. Son front s'était légèrement plissé. Peut-être avait-elle senti cette froideur entre Arnie et moi. « Non, je ne crois pas, répondis-je. De toute façon, quand on roule avec Arnie, c'est comme si on roulait avec Dieu en personne. » Cette réflexion fit retomber l'espèce de tension qui s'était soudain créée. Nous nous regardâmes tous les trois. Arnie et moi éclatâmes de rire, puis Leif. En la regardant, je sentis de nouveau une pointe de jalousie. Je n'enviais rien à Arnie, mais Leif était un sacré morceau. 17 ans, presque 18, superbe, parfaite, saine, vivante et curieuse de tout. Ma petite amie Rosanne avait du coffre, mais à côté de Leif, on aurait dit une marmotte en pleine hibernation. Est-ce à ce moment-là que je commençais à la désirer? À désirer la petite amie de mon meilleur copain? Ma foi, je crois que oui. Mais je vous jure que je n'aurais jamais remué le petit doigt si les choses s'étaient passées autrement. Malheureusement, elles ne pouvaient pas se passer autrement. Du moins, est-ce ce que je me plaisais à imaginer. Pendant ce temps, l'équipe avait disparu dans les vestiaires et notre entraîneur ressortit pour me crier « Pourrions-nous avoir l'honneur de votre présence, monsieur Gilder? Je sais que c'est beaucoup vous demander, mais si vous n'avez rien de mieux à faire, voulez-vous arriver en vitesse dans ce vestiaire et vous mettre en tenue ?» Je filai vers les vestiaires pendant qu'Arnie et Leif, bras dessus bras dessous, allaient s'asseoir sur les gradins. Mais avant d'entrer dans le vestiaire, je fis demi-tour et revins en courant vers Christine. J'examinais la plaque d'immatriculation qui tenait par un bout de fil de fer. Elle portait l'inscription
Garage Darnell, Libertyville, Pennsylvanie. Tiens. Darnell lui avait donc passé une plaque, alors que la voiture n'avait pas encore tout à fait le droit de circuler. D'ailleurs, ce n'est plus Darnell, mais Will à présent. Très intéressant. Très intéressant, mais peu encourageant. Arnie était-il naïf pour croire que les Will Darnell rendent service par pure bonté d'âme? Bien que l'équipe adverse fût censée être plus forte que la nôtre, nous eûmes la surprise de les écraser. À dire vrai, ce fut l'un des 2 seuls matchs que nous gagnâmes de toute la saison. Et je devais quitter l'équipe avant la fin de la saison. Je fus remplacé dans la seconde mi-temps et revins au vestiaire. Je pris une douche, me rhabillai, puis me retrouvai dehors au moment où retentissait la cloche annonçant les 2 dernières minutes de jeu. Le parc de stationnement était plein de voitures, mais il n'y avait pas âme qui vive. Les cris d'encouragement pour l'équipe de Hayden Hills, la poussant à faire l'impossible dans les dernières secondes, parvenaient jusqu'à moi et semblaient aussi dénués d'importance qu'ils devaient l'être en fait. Je marchai jusqu'à Christine. Je la touchai. J'essayais de la caresser comme Arnie l'avait fait, de l'aimer par amour pour Arnie, tout comme Leif. S'il y avait quelqu'un qui devait y arriver, c'était bien moi. Leif ne le connaissait que depuis 1 mois, alors que je le connaissais depuis toujours. Je fis glisser ma main sur la surface rouillée des ailes, pensant à George Lebay, à Véronica, à Rita. La main qui était censée caresser se referma et je donnai un coup de poing sur le flanc de Christine, si fort que j'eus mal à la main et que je ris en me demandant ce qui me prenait soudain. J'entendis le bruit de copeaux de rouille tomber sous la voiture. Je voulus alors ouvrir la portière avant. Elle était fermée. Je passai ma langue sur les lèvres et me rendis compte que j'avais peur. C'était à croire que cette voiture ne m'aimait pas non plus et me soupçonnait de vouloir m'interposer entre elle et Arnie. Et que si je voulais pas être juste devant elle, c'est parce que... Mon cauchemar me revint. Le moteur allait rugir, la voiture ferait des petits bonds en avant, puis, dans le crissement de pneus, se jetterait sur moi. Je me secouais. Il était temps que je renonce à toutes ces conneries et que je reprenne le contrôle de mon imagination. Ce n'était qu'une voiture, pas un être vivant nommé Christine. Une Plymouth Fury de 1958, sortie d'une chaîne de fabrication de Détroit en même temps que 400 000 autres. Ces réflexions me calmèrent, du moins provisoirement, et pour me montrer que je n'avais pas peur de cette voiture, je m'agenouillai et regardai dessous. C'était retapé de façon encore plus dingue que dessus. Il y avait 3 amortisseurs neufs, mais le 4e était une ruine noirâtre et répugnante qui semblait dater de Mathusalem. Le tuyau de sortie des gaz d'échappement était si neuf qu'il brillait encore de tous ses feux, mais le reste du système d'évacuation des gaz était en si mauvais état qu'il semblait aussi vieux que la voiture. Cela me fit penser à la mort de Véronica. Ces gaz tuent. Ils... Denis, qu'est-ce que tu fiches là? Je devais vraiment me sentir très mal, car je me relevais en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le cœur battant si fort que j'avais l'impression de l'avoir dans la gorge. Arnie me regardait d'un air froid et en colère. « J'examinais ton char préhistorique, répondis-je en feignant un air détaché. Où est Leif? Aux toilettes, répondit-il en me regardant de ses yeux gris. Denis, tu es mon meilleur ami. Le seul. Tu m'as sans doute épargné un séjour à l'hôpital, le jour où Repperton a sorti son couteau, et je ne l'oublierai jamais. Mais ne fais pas des choses dans mon dos, Denis. Jamais. Des cris parvenaient du terrain. Il ne restait que 30 secondes à jouer. Arnie, je n'ai aucune idée de ce que tu racontes. Oh, je crois au contraire que tu comprends ce que je dis, répliqua-t-il, d'un ton qui ne me laissait aucun doute sur sa colère. Toi et tes parents, vous n'arrêtez pas de m'espionner. Pour mon bien, comme on dit, pas vrai? Ils t'ont envoyé chez Darnell pour fourrer ton nez dans ce que je faisais. Mais, voyons, Arnie, attends. Tu croyais que j'en saurais rien? Reprit-il. J'ai rien dit sur le coup, parce que nous sommes amis, mais il me semble, Denis, qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Pourquoi te mêler de ce qui concerne ma voiture et mes affaires? Pour commencer, lui répondis-je, je voudrais te dire que ce n'est pas tes parents, mais ton père. C'est lui qui m'a demandé si je voulais aller voir comment tu t'en sortais avec ta voiture. Je n'ai pas refusé car j'étais curieux de le savoir. Ton père a toujours été bien avec moi. Que devais-je faire? Bah, t'aurais dû refuser. Ouais, tu piges pas, Arnie. Ton père est de ton côté. Ta mère, elle espère encore que tu te planteras en beauté. C'est du moins ce que j'ai cru comprendre. Mais Michael désire vraiment que tu réussisses. Il me l'a dit. Oh, c'est ce qu'il t'a fait croire. Mais tout ce qui l'intéresse vraiment, c'est d'être sûr que je piétine. C'est ça qu'ils souhaitent l'un comme l'autre. Ils ne veulent pas que je grandisse, parce que ça veut dire qu'ils vieillissent. Oh, t'es trop dur avec eux, Arnie. Ça, c'est ce que tu crois. Comme tu viens d'une famille à peu près normale, tu te laisses attendrir. Mais figure-toi qu'ils m'ont offert de m'acheter une voiture neuve si je finissais le lycée avec de bonnes notes. Tout ce que j'avais à faire, c'était de laisser tomber Christine,
d'avoir 20 partout et de promettre d'entrer à Horlicks, où il m'aurait encore à l'œil pendant 4 ans. Je ne sus que lui répondre. Le coup était bas, certes. Alors, Denis, ne te mêle pas de ça. Nous nous en porterons mieux tous les deux. Mais je n'ai rien dit à ton père, de toute façon, repris-je. Simplement que tu travaillais dessus et que ça avançait. Il a eu l'air soulagé. Ah, pardi. Écoute, je n'imaginais pas que t'avais tellement avancé. Mais tout n'est pas encore réglé. Le système d'échappement est bousillé. J'espère que tu roules les vitres ouvertes, parce qu'avec ces gaz... Ne me dis pas comment conduire ma voiture. J'en sais plus sur elle que tu n'en sauras jamais. T'as sans doute raison, répondis-je en contrôlant ma voix. En revanche, je crois que tu ne t'y connais pas tellement en être humain. Will Darnell t'a filé une vignette et une plaque, et si tu te fais contrôler, il aura des ennuis. Je me demande pour quelle raison il a fait ça, Arnie. Pour la première fois, Arnie parut sur ses gardes. Je te l'ai dit, il sait que j'ai presque fini. Mais ne joue pas l'idiot, Arnie. Ce type n'aiderait même pas sa propre grand-mère à traverser la rue. S'il fait quelque chose, c'est qu'il y a autre chose à la clé. Denis, vas-tu enfin cesser t'occuper de ça? Écoute, mon vieux, je me fous complètement que t'aies une bagnole ou pas, mais je ne voudrais pas qu'à cause d'elle, tu te retrouves dans la merde, sincèrement. Il me regarda, ne sachant plus que penser. Enfin quoi, on s'engueule parce que j'ai regardé ton tuyau d'échappement? Le match venait de finir. Une bruine s'était mise à tomber et il faisait plus froid. Nous nous tournâmes vers le stade et vîmes Leif arriver vers nous, portant son fanion et celui d'Arnie. Elle nous fit signe, nous lui répondîmes de la même manière. Denis, je me débrouille très bien tout seul, ajouta encore Arnie. D'accord, répondis-je, je l'espère. J'eus soudain très envie de lui demander jusqu'où il était engagé vis-à-vis de Darnell, mais c'était une question que je ne pouvais pas poser. Elle amènerait une discussion encore plus amère. Nous prononcerions des mots peut-être définitifs. Je le peux, répéta-t-il en touchant sa voiture, et son regard s'adoucit un peu. J'éprouvais à la fois soulagement et tristesse. Soulagement parce que nous avions évité une brouille irréparable, tristesse parce que je me rendais compte que ce n'était pas qu'une seule pièce de notre amitié qui se fermait, mais toute une aile du bâtiment. Il venait de rejeter ce que je pouvais avoir à dire d'une manière catégorique, et il avait précisé les règles de notre amitié. Fais comme je dis, et tout ira bien. Ce qui, soit dit en passant, était exactement l'attitude de ses parents. Leif arriva près de nous, les cheveux mouillés par la pluie. Elle avait les joues colorées et ses yeux pétillaient de bonne santé et de joie saine. D'elle se dégageait une sexualité naïve et neuve qui me donna le vertige, mais son attention était dirigée vers Arnie. « Comment cela s'est-il terminé » lui demanda-t-il. « 27-8. Nous les avons écrasés. Où étiez-vous passés tous les deux ?»« Oh, on parlait bagnole, fis-je. » Arnie me décocha un regard amusé. Au moins, il n'avait pas perdu son humour, s'il avait perdu son bon sens. Je me dis qu'il y avait quelque espoir. Il était en train de tomber amoureux d'elle à vitesse grand V. Leif lui sourit, et je savais, rien qu'en regardant Arnie, que lorsqu'elle lui souriait de cette manière, Christine était reléguée au fin fond de son esprit et redevenait simple véhicule. C'était tout ce que je souhaitais. Je vis beaucoup Arnie et Leif dans les couloirs de l'école pendant les 2 premières semaines d'octobre. Ils se mirent à se tenir par la main, puis par l'épaule. En un mot, ça y était. Je les vis beaucoup et j'entendis aussi beaucoup parler d'eux. Ils étaient le sujet brûlant des conversations de l'école. Les filles voulaient savoir ce qu'elles pouvaient bien lui trouver. Les garçons, toujours plus prosaïques et pratiques, se demandaient seulement si cet avorton s'était faufilé dans la culotte de sa petite amie. Un lundi, à la mi-octobre, Arnie et moi déjeunions ensemble sur les bancs du terrain de foot. Cela faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, et je me rendis compte combien Arnie me manquait désormais. Il y avait le foot, j'étais délégué de classe, et ma nouvelle petite amie, je l'espérais, consentirait sans doute à déboutonner mon pantalon avant la fin de l'année scolaire. Mais quand même, Arnie me manquait. D'abord, il y avait eu Christine. Maintenant Leif et Christine. Enfin, j'espérais que c'était dans cet ordre. « Où est Leif aujourd'hui » lui demandai-je. « Oh, elle est restée chez elle. Elle a ses règles et ça lui fait mal. » Intérieurement, je fis un bond. Si elle lui parlait de ses petits problèmes féminins, ils avaient dû faire sacrément ami-ami. « Comment t'y es-tu pris pour l'amener au match, le jour où nous avons battu Hayden Hills ?» Il rit. « Le seul match où je vous ai vu depuis des années. Nous avons porté chance. »« Tu l'as simplement appelée et tu lui as demandé si elle voulait venir. »« Ah oui, j'ai bien failli ne rien faire du tout. C'était le premier rendez-vous de ma vie. Je n'ai pas dormi plus de 2 heures la nuit d'avant. Après, une fois qu'elle a accepté, je redoutais de me rendre ridicule.
ou bien que Rudy Repperton se ramène et me saute dessus. Bon, tu ne m'as pas fait l'impression d'être à court, lui répondis-je. Il me regarda heureux. C'est vrai? Eh ben tant mieux. Mais j'avais une de ces trouilles. On s'était parlé dans les couloirs, tu sais, et elle était même entrée au club d'échecs. Elle n'est pas très bonne, mais je lui apprends. Ah, je pense bien, vieux salaud, me dis-je, mais je me tue. Je voulais entendre toute l'histoire. Draguer Leif Cabot, quel coup. Alors, au bout d'un moment, je me suis dit qu'elle s'intéressait peut-être à moi. J'ai probablement mis plus longtemps pour piger que d'autres types, des types comme toi, Denis. Ouais, je sais, mec, fis-je en jouant un peu les blasés. Je suis une véritable machine sexuelle, comme chantait James Brown. Non, 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 répondit Arnie d'un ton sérieux. Mais tu connais les filles, tu les comprends. Moi, j'en ai toujours eu si peur. Je ne savais pas quoi leur dire, je ne sais toujours pas d'ailleurs. Mais Leif est différente, donc j'avais peur de lui demander si elle voulait sortir avec moi. Un jour au labo de chimie, j'entends deux types parler d'elle. L'un dit à l'autre qu'il a proposé à Leif de sortir et qu'elle a refusé, mais qu'elle a dit non, gentiment. Comme si elle reconsidérerait la question si on lui demandait de nouveau un peu plus tard. Alors, j'ai imaginé Leif sortant avec ce type et je me suis senti absolument jaloux. C'est ridicule, non? Après tout, elle lui avait dit non. Et puis ce qui m'a décidé aussi, c'est que le type n'avait pas l'air vexé ou honteux ou rejeté. Un truc comme ça, tu vois. Il avait simplement tenté sa chance et n'avait pas réussi, rien de plus. J'ai donc décidé que j'en étais capable aussi. N'empêche que quand je l'ai appelé, j'étais en âge. Mon vieux, t'as pas idée. L'enfer. Je l'imaginais me riant au nez et s'écriant. Moi, sortir avec toi, espèce de nabo. Mais tu rêves debout. Je n'en suis pas encore réduite à ça. En effet, je me demande pourquoi elle ne t'a pas répondu ça, dis-je. Espèce de vieux pourri, dit Arnie en me donnant un coup de coude dans les côtes. Bref, je l'appelle et, mon vieux, je suis resté muet. J'essayais d'articuler quelque chose, mais rien à faire. Et elle dit, mais qui est à l'appareil? Comme si on lui jouait un tour. Et moi je me disais, mais c'est ridicule. Si je peux lui parler dans les couloirs de l'école, je peux aussi lui parler au téléphone. Elle ne va pas me fusiller parce que je lui demande un rencard. Alors je lui ai dit, bonjour, ici Arnie Cunningham. Et j'ai commencé à déblatérer sans même savoir où je voulais l'emmener, et je me disais, bientôt je vais plus rien avoir à lui dire, elle va raccrocher et ce sera foutu. Alors je lui ai dit le premier truc qui me passait par la tête, si elle voulait venir avec moi un match le samedi suivant. Et elle a répondu qu'elle adorerait du tac au tac, comme si elle n'attendait que ça, que je lui propose. C'était probablement le cas, dis-je. Ah oui, ça se peut, fit Ernie, stupéfait par cette idée. Mais je lui ai proposé le match pour m'en sortir. Ah bah c'est gentil pour moi ça. Voilà ce que je récolte à me défoncer tous les samedis après-midi. Mais non, tu sais bien ce que je veux dire. Après le coup de téléphone, j'ai eu une idée horrible et je t'ai appelé, tu te souviens? Tout à coup, cela me revint. Arnie m'avait demandé si le match avait lieu chez nous ou dehors, et il m'avait semblé catastrophé d'apprendre que c'était à Hayden Hills. J'avais un rendez-vous avec la plus belle fille du bahut, mais le match était à l'extérieur et ma voiture était bloquée dans un garage. Bah, vous auriez pu prendre le car, lui dis-je. Ah, je sais, me répondit-il, mais j'ai cru que toutes les places étaient réservées, alors je suis allé trouver Will. Je savais que Christine était en état de rouler, même si elle n'en avait pas encore le droit. J'étais malade. Eh ben, il a été super. Il m'a dit qu'il comprenait l'importance que cela avait pour moi, et que si... Arnie s'interrompit et réfléchit. Enfin, voilà toute l'histoire, finit-il platement. Et que si... Mais ce n'était pas mes affaires. Soit ses yeux, avait dit mon père. Mais je ne voulus rien savoir. Nous revînmes vers les classes. Il n'y avait personne, à part 3 types et 2 filles qui finissaient en toute hâte un joint. « As-tu revu Buddy Repperton » demandai-je à Arnie. « Non. Et toi ?»« Oui, je l'avais aperçu une fois, à la station-service que tenait le père de Don Vandenberg, un misérable garage sur une route de campagne qui était au bord de la faillite depuis l'embargo arabe sur le pétrole de 73. Buddy ne m'avait pas vu, je n'avais fait que passer. « Quel merdeux !» dit Arnie avec un mépris qui ne lui ressemblait pas. Ce mot, encore une fois. Surmontant mes hésitations, je demandai à Arnie où il l'avait appris. Il me regarda pensivement. « Tu te rappelles le jour où j'ai acheté la voiture? Je suis rentré chez Lebet pendant que tu attendais dehors. On s'est assis et il m'a offert une bière. J'ai préféré accepter. Je ne voulais pas l'offenser et passer à côté de l'occasion. Alors, on a bu une bière et il s'est lancé dans un interminable monologue, comme quoi tous les merdeux étaient après lui. C'était son mot, Denis, les merdeux. Les merdeux le forçaient à vendre sa voiture. Tout était de leur faute.
Les merdeux voulaient l'obliger à passer un test de code de la route tous les 2 ans et un examen des yeux tous les ans. Les merdeux de sa rue ne l'aimaient pas et quelqu'un avait jeté une pierre sur son pare-brise. Je comprends tout cela, Denis, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il a laissé sa voiture se détériorer à ce point. Finalement, à la fin de la conversation, tandis qu'il comptait l'argent que je lui avais remis, il grognait entre ses dents. « Cette voiture de merde, je veux être damné si je comprends pourquoi tu la veux, mon gars. Tu tires la mauvaise carte. » Je lui ai répliqué que je pensais pouvoir en faire quelque chose de bien. Il a alors ajouté « Si les merdeux te laissent faire. » La nuit suivante, je fis un nouveau rêve avec Christine. Arnie était au volant cette fois, le cadavre en décomposition de Roland D. Lebet paraissant sommeiller à côté de lui, tandis que la voiture bondissait hors du garage en hurlant et ses phares sauvages me happaient dans leur lumière. Je me réveillais avec mon oreiller serré contre ma bouche, étouffant mes cris. Je ne devais plus reparler à Arnie avant un bon moment, car le samedi suivant, alors que nous jouions contre l'équipe de Rage Rock, perdant sur la marque spectaculaire de 46-3, mais je n'étais plus à la fin du match, je fus coincé par 3 membres de l'équipe adverse sur leur ligne de défense. Il y eut un instant de douleur atroce, comme un grand éclair blanc au cœur d'une explosion nucléaire, puis le noir complet. Je restai longtemps dans cette obscurité, bien que je ne m'en rendis pas compte. Je fus dans le coma pendant une 50aine d'heures, et lorsque je me réveillai, le lundi 23 octobre en fin d'après-midi, ce fut pour me retrouver à l'hôpital de Libertyville. Papa et maman étaient à mon chevet. Ellie aussi, le visage pâle et tiré. Elle avait de grosses cernes sous les yeux, ce qui me toucha terriblement. Elle avait pleuré pour moi, malgré tous les bonbons et les friandises que je lui avais chippés, en dépit de la fois où, alors qu'elle avait 12 ans et qu'elle avait passé une semaine à se regarder de profil dans une glace, vêtue de son maillot de corps le plus serré pour voir si ses petits seins pointaient enfin, je lui avais donné pour plaisanter une boîte d'épinards en conserve, provoquant une crise de larmes chez elle et presque 2 semaines de bouderie de la part de maman. Arnie et Leif vinrent me voir. Le soir même, ma tante et mon oncle d'Albany arrivèrent, et les jours suivants, ce fut un véritable défilé de parents éloignés et d'amis. Toute l'équipe de foot vint, y compris notre entraîneur qui avait l'air d'avoir pris un coup de vieux. Ce fut lui qui me dit que je ne rejouerais jamais. Je ne sais pas à quoi il s'attendait, d'après la figure qu'il prit pour m'apprendre la nouvelle. Il avait peut-être cru que j'éclaterais en sanglots ou que je piquerais une crise de nerfs. En vérité, cela ne me fit pas grand-chose. J'étais trop content de me retrouver en vie et de savoir que je remarcherais normalement, car je l'avais échappé belle. J'avais les 2 jambes cassées, dont une en 2 endroits. Mon bras droit s'était plié dans mon dos et j'avais une vilaine fracture des os de l'avant-bras, une fracture du crâne et ce que le médecin qui s'occupait de moi appelait un accident des vertèbres inférieures, ce qui semblait signifier que j'étais passé à 2 doigts de la paralysie définitive. Je reçus de nombreuses visites, des fleurs et des cartes. Tout cela avait un côté terriblement agréable, mais je dus supporter aussi bien des souffrances et des nuits blanches. J'avais un bras et une jambe maintenus en l'air avec des poulies, je me grattais sans arrêt sous le plâtre, et un moulage provisoire autour du bas des reins. J'avais énormément de temps devant moi. Je lisais les journaux, je posais des questions à mes visiteurs, et à mesure que mes soupçons se formaient et devenaient de plus en plus terrifiants, il m'arriva parfois de me demander si je n'étais pas en train de perdre l'esprit. Je restai à l'hôpital jusqu'à Noël, mais lorsque je regagnai enfin la maison familiale, ces soupçons étaient précis et définitifs. Il ne m'était pratiquement plus possible de refuser l'évidence monstrueuse qui s'était imposée à moi, et je savais que je ne perdais pas la tête. D'une certaine façon, c'eût été mieux, mais en vérité, lorsque je sortis de l'hôpital, ce fut avec la peur de ce que j'avais compris. J'ajouterai qu'à ce moment-là, j'étais aussi amoureux de la copine de mon meilleur ami. Trop de temps pour réfléchir, trop de temps pour me traiter de tous les noms, trop de temps pour regarder le plafond en souhaitant n'avoir jamais connu Arnie Cunningham, ni Lev Cabot, ni Christine. La Plymouth 1958 d'Arnie Cunningham reçut l'autorisation de rouler dans l'après-midi du 1er novembre. Ce processus, qui avait commencé le jour où, avec l'aide de son ami Dennis Gilder, il avait remplacé un premier pneu crevé, se termina par le paiement des sommes dues pour obtenir cette autorisation. 8,50 $ d'impôts indirects, 2 $ de taxes municipales lui permettant de stationner gratuitement dans le centre-ville, et 15 $ de taxes d'immatriculation, avec une plaque portant le numéro HY 6241J, État de Pennsylvanie. Après s'être acquitté de ces sommes, Arnie Cunningham revint chez Darnell dans une voiture que celui-ci lui avait prêtée pour l'occasion, puis se mit au volant de Christine et se rendit chez lui. Son père et sa mère rentrèrent ensemble de Horlicks 1 heure après environ,
et la bagarre commença immédiatement. « Vous l'avez vu ?» leur demanda Arnie. « J'ai le droit de rouler depuis cet après-midi. » Arnie était fière, et à juste titre. Christine venait d'être lavée et polie, et elle brillait dans le ciel de cette fin de journée automnale. Toute trace de rouille n'en avait pas encore disparu, mais il n'y avait aucune comparaison avec l'état dans lequel elle était le jour où Arnie l'avait achetée. Les ailes aussi bien que les capots, avant et arrière, étaient flambant neufs. L'intérieur était impeccable, verre et chrome scintillaient de tout leur feu. « Bien entendu que nous l'avons vu, » rétorqua sèchement Regina en mélangeant furieusement le cocktail qu'elle venait de se préparer. « Et nous avons même failli rentrer dedans. Tu vas me retirer ça de là en vitesse. Je ne veux pas que tu stationnes devant chez nous. On va croire que nous vendons des voitures d'occasion. »« Mais maman » prononça un Arnie blessé et défait. Il regarda son père, mais Michael était parti se préparer, lui aussi, une boisson forte, sentant peut-être qu'il allait en avoir besoin. Regina était plus pâle que d'habitude, et son rouge à joues ressortait presque comme celui d'un clown. Elle avala d'un trait la moitié de son gin tonic, grimaçant comme quand on prend un mauvais médicament. « Ramène cet engin d'où il vient. Je n'en veux pas, et il ne restera pas ici. Un point, c'est tout. »« Le ramener ?» répliqua Arnie en colère. « Ah, fameuse idée. Un garage qui me coûte 20 $ par semaine. »« Ça te coûte beaucoup plus que ça, » dit Regina en sifflant le fond de son verre. « J'ai jeté un coup d'œil à ton carnet de chèques l'autre jour et... »« Tu as fait quoi ?» s'écria Arnie, les yeux écarquillés. Regina rougit légèrement, mais ne baissa pas son regard. Michael était revenu et se tenait dans le cadre de la porte, les regardant d'un air malheureux. « Oui, je voulais savoir combien tu avais dépensé pour cette satanée bagnole. Qu'y a-t-il là de surprenant? Tu dois entrer à la faculté l'an prochain, et à ma connaissance, les études sont payantes dans ce pays. »« Mais comment est-ce possible? Tu as fouillé dans ma chambre jusqu'à ce que tu trouves mon carnet de chèques? Tu en as peut-être profité pour voir s'il n'y avait pas de la drogue aussi, ou des journaux de cul, ou même des taches de sperme sur les draps. » Regina resta bouche bée. Elle s'était sans doute attendue à ce que son fils fût blessé et en colère, mais pas à cette explosion de rage tout azimut. « Arnie !» aboya Michael. « Quoi? Je croyais que c'était mes affaires. Combien de temps avez-vous passé à me parler de mes responsabilités ?» Regina reprit. « Je suis déçu de ta réaction, Arnold. Très déçu et blessé. Tu te conduis comme... »« Ne viens pas me dire comment me conduire, reprit-il. Je me casse le cul pendant plus de 2 mois et demi à travailler sur cette voiture pour qu'elle puisse rouler, et le jour où je la ramène chez moi, la première chose que vous trouvez à me dire, c'est « Enlève ça de là !» Comment dois-je réagir? En sautant de joie? Tu n'as aucune raison d'employer ce ton avec ta mère, reprit son père. Malgré tout, il essayait d'être conciliant, ni de parler comme tu le fais. Regina tendit son verre. Prépare-moi un autre verre. Il y a une bouteille de gin neuve dans l'armoire. Puis se retournant vers son fils, elle poursuivit. En juillet, tu avais pratiquement 4000 $ sur ton compte. Ah bah je vois que tu contrôles ça depuis longtemps, hein, dit Arnie, qui soudain dégoûté s'assit en contemplant sa mère d'un air incrédule. Dans ces conditions, pourquoi n'as-tu pas gardé mon argent sur un compte à toi? Parce que jusque récemment, répondit-elle, tu semblais te rendre compte de ce à quoi cet argent était destiné. Mais depuis 2 mois, il n'est plus question que de voiture, voiture, voiture. Et dernièrement, nana, nana, nana. À croire que tu as perdu la tête 2 fois de suite. Ah ben merci, ça fait toujours plaisir de savoir ce que votre mère pense vraiment de vous. En juillet, donc, reprit-elle, tu avais presque 4000 $. Mais pour tes études, Arnie, pour tes études, à présent, il t'en reste jusque 2800. Tu peux toujours me reprocher de t'espionner, et j'admets que ce n'est pas très agréable, mais reconnais que tu as dépensé 1200 $ en 2 mois. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas envie de voir cette voiture ici. Tu devrais le comprendre. J'ai l'impression de voir devant mes yeux... écoute, maman, les billets filés, dit-elle en finissant sa phrase. Puis-je dire 2 ou 3 choses demanda Arnie. Non, je ne crois pas, Arnie. Franchement, je ne crois pas. Michael était revenu avec le verre de gin. Il y ajouta du tonic et le lui tendit. Regina but avec la même grimace pendant qu'Arnie la regardait pensivement. Et dire que tu enseignes à la faculté. Tu enseignes dans une faculté et voilà ton attitude. J'ai parlé, vous pouvez vous taire. Formidable, je plains tes étudiants. Fais attention, Arnie, rétorqua sa mère en dirigeant un doigt vers lui. Fais bien attention. Est-ce que tu veux bien m'écouter 1 minute, oui ou non? Parle, mais ça ne changera rien. Michael se racla la gorge. Regina, je crois qu'Arnie a raison. Ce n'est pas très constructif, comme Elle se retourna férocement vers lui. Oh, pas un mot, toi. Michael se rétracta. Pour commencer, reprit Arnie, si tu as bien examiné mon compte,
Tu auras noté que j'ai eu une grosse dépense début septembre, lorsque j'ai dû acheter un avant tout neuf pour Christine. Ah, tu en parles comme s'il y avait de quoi être fier, dit sa mère. Eh oui, je le suis. J'ai installé ça tout seul, sans l'aide de personne, et j'ai fait du bon boulot. Personne ne remarquerait la différence. Mais la question n'est pas là. Si mon compte a alors accusé son niveau le plus bas, 2200 $, il a remonté de 600 à partir de ce moment-là. Et ça parce que Will Darnell a trouvé que je travaillais bien et a commencé à me donner du boulot. Si je peux y ajouter 600 $ tous les 2 mois, et même davantage s'il m'envoie chercher à Albany les voitures qu'il rachète, j'aurai 4600 $ à la fin de l'année scolaire. Et si je travaille au garage tout l'été, j'entrerai en fac avec pratiquement 7000 $. Et tout ça grâce à la voiture que tu détestes tant. Ah bah cela te fera une belle jambe si tu ne peux pas aller dans une bonne faculté, répliqua Regina en changeant de terrain traîtreusement, comme elle l'avait fait lors de tant de réunions lorsque quelqu'un avait le front de mettre en doute ses opinions, ce qui n'arrivait pas souvent. Car tes notes ont baissé, finit-elle par dire. Pour une malheureuse fois ce trimestre où je n'ai pas eu la moyenne en maths. Oh, ce n'est que le commencement, tes notes vont continuer de baisser, et c'est à cause de cette voiture qui t'obsède. Une petite amie y passe encore, mais cette voiture, c'est de la folie. Même Denise dit que... Arnie bondit si près d'elle qu'elle recula et flancha un instant. Laisse Denise en dehors de cette histoire. Réglons ça entre nous. Entendu, répondit-elle en changeant une nouvelle fois de terrain. Il n'en reste pas moins que tes notes vont chuter. Je le sais, ton père le sait, et cette mauvaise note en mathématiques est une indication. Arnie sourit, ce qui mit sa mère sur ses gardes. Très bien, je te propose ceci. Je garde la voiture jusqu'aux moyennes trimestrielles, et si j'ai une seule note en dessous de la moyenne, je la vends à Darnell. Il la rachètera immédiatement, il sait qu'il peut en tirer 1000 $ dans son état actuel. Son prix ne va plus cesser de monter maintenant. Arnie réfléchit et reprit. J'irai même plus loin, si je ne suis pas dans les premiers, je la vends à Darnell. Qu'en dis-tu? Je dis non, répondit immédiatement Regina en décochant à Michael un regard qui signifiait « Ne te mêle pas de ça ». Michael, qui avait ouvert la bouche, la referma aussitôt. Et pourquoi? Demanda Arnie avec une fausse douceur. Parce que c'est une ruse, et tu sais bien que c'en est une, hurla Regina, maintenant totalement hors d'elle. Et d'ailleurs, j'en ai assez de cette discussion et de ton insolence. Quand je pense que j'ai changé tes langes sales, je t'ai dit d'enlever cette voiture de là, je ne veux pas l'avoir sous les yeux, voilà tout. Point à la ligne. Qu'en penses-tu, papa? Michael rouvrit la bouche. Il pense comme moi, dit Regina. Ah, je peux bien dire n'importe quoi, alors. Arnie, je considère que cela suffit comme ça. Elle avait commencé à pivoter sur elle-même, mais Arnie la saisit par le bras juste au-dessus du coude. En effet, quand tu as décidé quelque chose, tu ne vois plus, tu n'entends plus, tu ne penses même plus. Arnie, arrête! Cria Michael. Arnie et sa mère se dévisageaient comme des chiens de faïence. Je vais te dire, moi, pourquoi tu ne veux pas voir cette voiture. Ce n'est pas à cause de l'argent, parce que cette voiture m'a valu un boulot que je fais bien et qui va me rapporter. Tu le sais. Ce n'est pas non plus à cause de mes notes. Elles ne sont pas plus mauvaises qu'avant, tu le sais aussi. Non, c'est parce que tu ne supportes pas de pas me mener à la baguette. Tout comme tu mènes tes cours à la baguette. Tout comme tu le mènes, lui. Arnie désigna du pouce Michael, qui parvint à avoir l'air en colère, coupable et malheureux en même temps. Et comme tu m'as toujours mené. Le visage d'Arnie était tout rouge à présent, ses poings étaient serrés. Tout ce libéralisme de merde sur la façon dont la famille décide les choses ensemble, en discute ensemble, les fait ensemble. Mais la vérité, c'est que c'est toi qui as toujours décidé de tout. Quelles chaussures je devais porter, quels vêtements je devais mettre, avec qui je pouvais jouer ou pas, où nous allions en vacances, quand changer de voiture et quelle nouvelle voiture choisir. Or, voici quelque chose où tu n'as rien à dire, et ça, tu ne le supportes pas. Elle le gifla. Le claquement sec fit penser à un coup de pistolet. Dehors, la nuit tombait et des voitures passaient, indistinctes, phares mis en code. Christine, trônant devant le garage des Cunningham, tout comme elle l'avait autrefois trôné devant celui de Roland et Lebet, sauf qu'elle paraissait considérablement plus belle aujourd'hui, semblait distante et très au-dessus de cette vilaine et indigne mêlée en famille. Brusquement, comme sous un choc, Regina Cunningham se mit à pleurer. C'était un véritable événement, pareil à une averse de pluie dans le désert, qu'Arnie avait vu peu souvent depuis qu'il était né, et dont il n'avait jamais été la cause. Les larmes de sa mère étaient effrayantes, raconta-t-il ensuite à Denis, simplement parce qu'elles étaient. De plus, ces larmes l'avaient vieilli de façon terrifiante, comme si elle était passée de 45 à 60 ans en quelques secondes. Les yeux inondés de larmes, elle chercha à tâtons son verre au-dessus de la cheminée, mais le heurta avec la main et le fit tomber par terre où il se brisa en 1000 morceaux. Une sorte de silence incrédule tomba sur eux, un étonnement qu'on en fût venu là.
Pourtant, à travers la faiblesse de sa voix envahie par les sanglots, elle parvint à articuler encore « Je n'en veux pas, ni dans notre garage, ni devant la maison, Arnold. » Arnie répondit avec froideur « Pour rien au monde, je ne voudrais qu'elle y soit. » Il se dirigea vers la porte de la maison, se retourna vers ses parents et, les regardant tous les deux, ajouta « Et merci de votre compréhension, l'un comme l'autre. » Puis il sortit. Michael rattrapa son fils dans l'allée. Il lui posa une main sur l'épaule, mais Arnie se dégagea tout en continuant de chercher les clés de Christine. « Arnie, je t'en prie !» Arnie fit volte-face. Le fiasco de cette soirée allait être total et définitif s'il frappait son père. Mais il se détendit un peu et s'appuya contre sa voiture, la touchant de la main gauche, la caressant, semblant en tirer une force. « Que veux-tu » Michael ouvrit la bouche, hésitant sur la manière de s'y prendre. Une expression d'impuissance se répandit sur son visage. C'eût été drôle si cela n'avait pas été si triste. Et il eut l'air soudain vieux et usé. « Arnie, je suis désolé, vraiment. »« Ouais, hein, j'ai pu le constater, à voir comment tu prenais ma défense. »« Oh, je t'en prie, c'est dur pour moi, plus dur que tu ne le crois. » Quelque chose dans la voix de son père intrigua Arnie. Dans ses yeux, il lut du désespoir et du chagrin. « Je ne prétends pas avoir voulu prendre ta défense. Je comprends le point de vue de ta mère aussi, tu sais. J'ai bien vu comment tu l'as taraudée, décidé à imposer ton propre point de vue à n'importe quel prix. » Arnie poussa un rire amer. En d'autres termes, exactement comme elle. « Ta mère passe par une période que connaissent toutes les femmes de son âge. C'est dur pour elle. » Arnie cligna des yeux, incertain de ce dont son père lui parlait. Qu'est-ce que cela avait à voir avec le sujet de la querelle ? « Comment » demanda-t-il. « Le retour d'âge. Elle a peur. Elle boit trop, il lui arrive d'avoir mal. Pas beaucoup, rassure-toi, mais tout cela la bouleverse complètement. Tu es son seul enfant, et dans l'état où elle est actuellement, elle ne veut qu'une chose, que tout aille bien pour toi à n'importe quel prix. »« Ah, tu parles. Elle veut tout diriger, ce n'est pas nouveau. Elle a toujours voulu tout diriger. Oh, tu lui en voulais à mort ce soir, et elle le savait. Moi aussi. Mais c'est elle qui a commencé. Non, c'est toi en amenant ici cette voiture. Tu savais ce qu'elle en pense, et elle a raison sur un autre point. Tu as changé. Cela a commencé le jour où tu es rentré avec Denis et où tu nous as annoncé que tu avais acheté une voiture. Tu crois que c'est facile pour des parents de constater que leur fils possède des traits de caractère dont ils ignoraient totalement l'existence ? Bon, voyons, papa, tu crois pas que tu pousses un peu ? Nous ne te voyons plus. Ou bien tu travailles à ta voiture, ou bien tu es avec Leif. Je croirais entendre maman. Oh, tu te trompes là-dessus, tout comme elle. Elle est comme elle est, et tu lui ressembles. Mais moi, je suis comme le commandant d'un bataillon de casques bleus qui vont se faire écrabouiller. Arnie se tassa un peu. Sa main se reposa sur la voiture et recommença à la caresser. Ah, d'accord, je comprends. Mais je ne sais pas comment tu acceptes d'être manœuvré comme ça. Michael eut un petit sourire triste et humilié. Des fois, les choses se transforment en habitude. Il y a peut-être des compensations que tu ne peux comprendre et que je ne peux expliquer. Et puis, eh bien, je l'aime, tu sais. Arnie haussa les épaules. Oui, et alors ? Tu m'emmènes faire un tour ? Arnie fut stupéfait, puis cela lui fit plaisir. Bien sûr, allez, grimpe. Tu as une destination particulière ? L'aéroport. Arnie leva les sourcils. L'aéroport ? Pourquoi ? Je t'expliquerai en route. Et maman ? Oh, ta mère est couchée, répondit doucement Michael, et Arnie eut la bonne grâce de rougir légèrement. Arnie conduisait bien. Les phares tout neufs de Christine creusaient dans le noir un tunnel net et profond. Il y avait peu de circulation. Le moteur tournait avec un doux bruit, le tableau de bord luisait d'un vert mystérieux. Arnie alluma la radio. « Cet engin marche au quart de tour » fit Michael Cunningham, vraiment surpris. « Merci » dit Arnie heureux. Michael renifla. Même l'odeur a l'air neuve. « Oh, beaucoup de choses le sont. Les housses des sièges m'ont coûté 80$. Une partie des dépenses qui font râler maman. Je suis allé à la bibliothèque, j'ai pris des tas de bouquins et j'ai essayé de copier aussi bien que possible. Mais ce n'est pas toujours aussi simple qu'on croirait. »« Et pourquoi ?» lui demanda son père. « Eh bien, la Plymouth Fury 1958 n'a jamais été considérée comme un modèle classique, si bien que peu de gens ont écrit des choses dessus.
Même dans les publications spécialisées, comme American Car, American Classic ou Cars of the 1950. La Pontiac de 58, elle, est un classique, ainsi que la Thunderbird de la même année, celle qui a des espèces d'oreilles de lapin sur les côtés. Je ne me doutais pas que tu en savais autant sur les vieilles automobiles, Arnie. Depuis quand t'y intéresses-tu? Arnie haussa vaguement les épaules. Ah, de toute façon, le B avait personnalisé le modèle produit par Détroit. Plymouth n'avait pas sorti la Fury en rouge et blanc. Or, j'ai essayé de restaurer la voiture telle que Lebel l'avait voulu. J'ai donc pas mal tâtonné. Michael se pencha en avant pour examiner le tableau de bord. Que regardes-tu? Ma parole, j'ai jamais vu ça, dit son père. Quoi? Ah, tu parles de l'enregistreur de kilomètres? Mais il marche à l'envers, n'est-ce pas? C'est vrai, il marchait à l'envers, et ce soir du 1er novembre, on pouvait lire 127 915 km. Sous le regard de Michael, le chiffre des centaines de mètres passa de 5 à 4, à 3, à 2, à 1, à 0, puis à 127 914. Michael rit. Bah voilà une chose que t'as pas réparée, fiston. Arnie sourit, mais du bout des lèvres. Oui, c'est vrai. Will dit que les câbles ont dû s'en mêler quelque part. Je m'abstiendrai d'y toucher. Moi, je trouve ça plutôt amusant. Est-ce juste? Lui demanda son père. Que veux-tu dire? Demanda Arnie. Eh bien, entre deux points donnés, est-ce que ça retire la distance exacte qui devrait en fait s'ajouter? Ah, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est pas juste. Ça recule de 2 ou 3 kilomètres pour 1 kilomètre réel. 2 fois plus. Tôt ou tard, le câble se rompra, et lorsque je le remplacerai, tout redeviendra normal. Mais au fait, pourquoi allons-nous à l'aéroport? Arnie, je vais t'offrir un ticket de 30 jours sur le parc de stationnement de l'aéroport. 5 $. C'est un peu moins cher que chez Darnell, non? Et tu pourras la prendre et la laisser quand tu voudras. L'aéroport est desservi par des bus réguliers. Par exemple, dit Arnie, voilà l'idée la plus démente que j'ai entendue depuis longtemps. Alors, il va falloir que je fasse les 30 kilomètres du centre-ville à l'aéroport chaque fois que je vais avoir besoin de ma voiture. C'est un gag des Max Brothers. Non, tu plaisantes. Il allait ajouter quelque chose quand une main l'attrapa fermement par le cou. Tu vas tâcher de m'écouter. Je suis ton père, tu dois m'écouter. Ta mère a raison, Arnie. Tu es devenu déraisonnable. Depuis 2 ou 3 mois, plus que déraisonnable même. Tu es devenu étrange. Mais lâche-moi, dit Arnie en tentant de se libérer le cou. Michael ne lâcha pas, mais serra moins fort. Je vais te mettre les points sur les i. C'est vrai, l'aéroport est au diable, mais cela coûte exactement la même somme en bus pour y aller que pour se rendre chez Darnell. C'est vrai, il y a des parkings plus proches, mais il y a davantage de vols de bagnoles et d'actes de vandalisme en ville. En comparaison, l'aéroport est bien plus sûr. Aucun stationnement public n'est sûr, dit Arnie. Ensuite, reprit son père, l'aéroport coûte moins qu'un garage en ville et beaucoup moins que Darnell. La question n'est pas là, et tu le sais, dit Arnie. Sans doute, mais tu passes à côté d'autre chose, Arnie. Tu passes à côté de la vraie question. Ce serait trop te demander quelle est la vraie question? Je vais te dire. Michael se tut un instant, regardant son fils avec franchise, puis reprit d'une voix basse et monocorde. En plus de ton bon sens, tu sembles avoir totalement perdu ton pouvoir de réflexion. Tu vas sur tes 18 ans, et c'est ta dernière année de lycée. Je pense que tu as déjà décidé de ne pas aller à Horlicks. J'ai vu les prospectus des autres facultés que tu as rapportés à la maison. En effet, dit Arnie, pas question d'aller à Horlicks. Après tout ce qui vient de se passer, tu n'as pas idée combien il me tarde de m'éloigner d'ici. Ou peut-être t'en doutes-tu? Oh oui, je m'en doute. Et cela vaut peut-être mieux que cette lutte continuelle entre elle et toi. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas le lui dire encore. Attends le moment où il faudra remplir la demande d'inscription. Arnie fit une moue ne promettant rien de précis. Tu iras en fac en voiture, bien entendu. Oui, bien entendu, dit Arnie. Sauf si la fac que tu choisis ne permet pas aux étudiants de circuler en voiture sur son campus. Arnie se tourna vers son père, tout surpris par cette possibilité à laquelle il n'avait jamais songé. Je n'irai pas dans une fac qui m'interdit d'avoir ma bagnole. Tu vois, ta mère a raison. Tu es prêt à fonder ton choix d'une université uniquement sur ces règles concernant la circulation des automobiles sur son campus. C'est complètement irrationnel. Cette voiture t'obsède. Tu peux pas comprendre, papa. Michael serra les lèvres un instant, puis reprit. Aller à l'aéroport en bus est un peu embêtant, je te l'accorde, mais pas tant que ça. D'un autre côté,
Ça t'obligera à ne t'en servir que quand tu en auras absolument besoin, ce qui te fera faire des économies d'essence. Et ta mère, elle, aura sa petite victoire et ne sera pas obligée d'avoir sous le nez une voiture qu'elle ne veut pas voir. Ce n'est pas l'argent que tu dépenses qui la chagrine, nous le savons, toi et moi. C'est que pour la première fois, tu t'éloignes d'elle, de nous. Je crois qu'elle... Bah, je sais pas. Il se tut. Arnie le regarda pensif. Emmène donc ta voiture à la faculté que tu veux. Même s'il est interdit de rouler sur le campus, on peut toujours se débrouiller. Comme en stationnant à l'aéroport, n'est-ce pas? Exactement. Quand tu rentreras à la maison, les fins de semaine, Regina sera si heureuse de te voir qu'elle ne te parlera plus de ta voiture. Bon sang, elle t'aidera même, probablement, à la laver et à la bichonner, rien que pour t'avoir près d'elle. Et on aura enfin de nouveau la paix dans la famille. Tu es assuré, au fait? Arnie éclata de rire. Tu rigoles ou quoi? Si t'es pas assuré en cas d'accident, les flics ne te ratent pas. Sinon, même si l'autre voiture tombe du ciel et s'écrase sur la tienne, t'es responsable. C'est ainsi que les merdeux tiennent les jeunes à l'écart des routes. Michael eut envie de dire à son fils qu'un pourcentage élevé d'accidents mortels était dû aux jeunes au volant. Regina avait lu une statistique dans le journal du dimanche et lui avait rapporté sur un ton apocalyptique. Mais il préféra se taire pour le moment. Ils passèrent sous un panneau lumineux indiquant « Serré à gauche pour l'aéroport ». Arnie mit son clignotant et changea de voix. Michael sembla se détendre légèrement. « Pour les dégâts, il faut avoir 21 ans, reprit Arnie. Il n'y a pas à dire, les compagnies d'assurance sont riches comme Crésus, mais elles ne vous couvrent qu'une fois que les choses sont à leur avantage. Et encore, une fois là, il faut pouvoir dépenser une fortune. Les cotisations ne baissent qu'après 23 ans ou si on est marié. Ils ont tout prévu, ces merdeux. Ils vous ont jusqu'au trognon. Si on me demande quel est le boulot le plus ignoble, je réponds toujours celui d'agent d'assurance. Ah, tu as drôlement étudié la question, dit son père. Je me suis renseigné auprès de 5 compagnies différentes. Contrairement à ce que dit maman, je n'ai aucune envie de jeter mon argent par les fenêtres. Ils étaient arrivés. À l'entrée du parc de stationnement se trouvait une cabine de verre. Un employé fumait en regardant un téléviseur portable. Arnie soupira. Tu as peut-être raison, c'est sans doute la meilleure solution. Bien entendu, fit Michael, soulagé. Arnie avait perdu cette dureté qu'il avait eue dans les yeux. Il ressemblait de nouveau au garçon qu'il avait toujours été. Arnie se rangea à côté de la cabine de l'employé, un jeune type portant un maillot noir et orange, les couleurs de Libertyville. Il ouvrit son guichet et leur lança. « Je peux vous aider ?»« Un ticket de 30 jours, s'il vous plaît, » dit Arnie en prenant son portefeuille. Michael l'arrêta. « Non, c'est moi qui paye. » Arnie repoussa sa main doucement mais fermement et sortit son portefeuille. « Non, c'est ma voiture, c'est moi. »« Ah, c'était simplement pour... »« Oui, je sais, mais je parle sérieusement. »« Oh, je n'en doute pas, toi et ta mère. Tout ira bien si tu fais comme je l'entends. » Les lèvres d'Arnie se serrèrent, puis il sourit. « Ben ouais, c'est comme ça. » Ils échangèrent un regard complice et éclatèrent de rire. À cet instant même, Christine cala. « Que se passe-t-il » demanda Michael en levant les sourcils. « Je sais pas. C'est la première fois qu'elle me fait ça. » Il remit le contact. Le moteur repartit immédiatement. « Bon, c'est rien, je suppose, » fit Michael. « Je vérifierai le ralenti cette semaine, » marmonna Arnie. Il donna toute la vapeur et écouta attentivement. En le regardant, Michael eut alors l'impression qu'Arnie ne ressemblait plus du tout à son fils. On aurait dit un homme bien plus âgé et bien plus dur. Une bouffée de peur, brève mais extrêmement désagréable, emplit la poitrine de Michael. « Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain » demanda l'employé du parking. Celui-ci disait vaguement quelque chose à Arnie, mais il n'y fit pas plus attention. « Ah oui, pardon, répondit-il en tendant le billet de 5 $. Votre place est tout au fond, ajouta l'employé. N'oubliez pas de racheter un autre ticket 5 jours avant la fin du mois, si vous voulez garder la même place. Entendu. Arnie alla ranger sa voiture à sa place, l'avant tourné vers l'extérieur. Ils sortirent et, après avoir verrouillé les portes, revinrent à pied vers la sortie du parc de stationnement. Eh bien, voyons combien de temps le bus met pour revenir en ville. Michael s'était fait une opinion sur Christine pendant le trajet. Il était impressionné par le boulot que son fils avait abattu, mais il n'aimait pas la voiture. Il la détestait même intensément. Il savait qu'il était ridicule d'éprouver un tel sentiment pour un objet inanimé, mais il ne l'éprouvait pas moins, comme un gros morceau qui vous reste en travers de la gorge. La raison de cette hostilité, c'était difficile à dire. La voiture était à l'origine de leur sale querelle, bien sûr, mais il y avait autre chose. Michael n'avait pas aimé l'apparence d'Arnie quand il était au volant, cette espèce d'arrogance. Et puis il y avait l'odeur. On ne la remarquait pas au premier abord.
Pas l'odeur des sièges neufs, non, ça c'était plutôt agréable, mais une odeur sous-jacente, âcre, presque secrète. Une odeur de vieux. Voyons, se dit Michael, cette bagnole est une antiquité, pourquoi devrait-elle sentir le neuf? Arnie avait beau avoir accompli un travail superbe, la Furie avait 20 ans. Cette odeur venait peut-être de l'ancien revêtement du coffre ou du rembourrage des sièges sous les housses nouvelles. Une odeur de vieillesse. Mais cette odeur imperceptible et vaguement écœurante tracassait Michael. Elle semblait venir puis repartir, comme les vagues. Parfois très caractéristique, parfois à peine détectable. Une odeur venant de nulle part. Au pire, on aurait pu dire qu'elle évoquait l'odeur du cadavre d'un petit animal qui pourrit. Un chat, une marmotte ou un écureuil qui se serait glissé dans un coin minuscule pour y mourir. L'employé du parking, ce soir-là, et tous les soirs de 18 à 22 heures en fait, était un nommé Sandy Galton, le seul membre de la bande de Buddy Repperton qui n'avait pas assisté à la bagarre près du terrain de foot, le jour où Repperton avait été renvoyé de l'école. Arnie ne reconnut pas Galton, mais Galton avait reconnu Arnie. Buddy Repperton, une fois vidé de l'école, ne souhaitant nullement s'engager dans la procédure de demande de réadmission, s'était mis à travailler à la station-service du père de Don Vandenberg. Dès les semaines suivantes, il pratiquait un certain nombre de mauvais coups assez classiques, du genre rabioter la monnaie des clients qui ont l'air trop pressés pour la compter attentivement, refiler des pneus d'occasion à la place de pneus neufs, ce qui permet d'empocher la différence allant de 15 à 60 $. La même combine avec les pièces détachées, la vente de vignettes aux petits jeunes qui n'ont pas le droit et qui feraient n'importe quoi pour continuer à rouler dans leur caisse et à jouer les dangers publics. La station-service était ouverte 24 heures sur 24 et Buddy faisait la nuit, de 21 heures à 5 heures du matin. Vers les 11 heures, Mookie Welch et Sandy Galton se ramenaient dans la vieille Mustang tout abîmée de ce dernier. Richie Trelaway passait parfois avec sa Firebird, ainsi que Don, bien sûr. Vers minuit, n'importe quel soir de la semaine, il pouvait y avoir là 7 ou 8 types assis dans le bureau à boire de la bière dans des tasses sales, à fumer un joint, à péter, à raconter des histoires cochonnes et à lancer des bobards sur le nombre de nanas qu'ils s'étaient farcis. Il leur arrivait aussi de donner à Buddy un coup de main s'il y avait une voiture à bricoler. C'est durant une de ces veillées tardives, début novembre, que Sandy avait mentionné qu'Arnie Cunningham stationnait sa bagnole au mois à l'aéroport. Buddy, dont le comportement habituel consistait en une sorte de retrait maussade, avait enlevé ses pieds de la table et, posant la bouteille de gnôle qu'il était en train de biberonner avec un bruit sec, s'était exclamé « Qu'est-ce que tu racontes, Cunningham? Face de con soi-même » « Ouais, c'est ça, » avait répondu Sandy, surpris et un peu mal à l'aise. « Et t'es sûr? Le gars qui m'a fait vider de l'école ?» Sandy regarda autour de lui de plus en plus inquiet. « Ben ouais, quoi. Pourquoi? » « Et il a un ticket au mois, tu me dis? »« Ah ouais, comme je te le dis. » Peut-être que ces vieux ne voulaient pas sa bagnole chez... Sandy n'en dit pas plus. Buddy Repperton s'était mis à sourire. Et il n'était pas bien joli, ce sourire. Non pas tellement parce qu'il laissait apparaître une denture déjà passablement pourrie, mais parce qu'il évoquait une machine effrayante qui s'éveille en grinçant et que plus rien ne va arrêter. Buddy regarda successivement Sandy, Don, Mookie et Richie Trelaway. Ceux-ci le regardèrent, curieux et légèrement effrayés. Alors Buddy se pencha vers eux et, posant ses coudes sur ses genoux, leur dit « Écoutez les gars,